Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Gargaud. Salut Denis. Salut Fabien. Tu es sportif de haut niveau, athlète, conférencier, beaucoup de casquettes et aussi entrepreneur. Est-ce que tu pourrais expliquer ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Euh, déjà, j'ai une fille qui a 6 ans, donc j'essaie de lui expliquer plusieurs fois parce qu'ils comprennent pas. Donc, ce que je fais, c'est que je fais du sport. Voilà. Mon sport, c'est le canoë slalom. Donc, c'est descendre une rivière le plus vite possible et essayer de gagner des compétitions. Et en fonction des compétitions, si on les gagne, selon lesquelles on gagne, ben, on gagne un peu plus ou un peu moins d'argent qu'un autre. Et donc, on essaye de s'entraîner pour gagner le plus de compétitions possible. Et du coup, vous allez en vacances plus ou moins loin, suivant les trophées. Et après, ce qui fait qu'on bouge beaucoup, ben, c'est voilà, l'organisation des compétitions qui sont parfois en Australie, parfois à Dubaï, parfois au Brésil, parfois en Europe, et qui explique aussi les raisons de mon absence, on va dire. Ouais. Tu es en canoë slalom, donc on va expliquer un petit peu les différents métiers. Tu as été champion de France des juniors, tu as rentré en équipe de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, la totale. La totale. J'ai la chance d'avoir fini le jeu, ouais. On peut dire ça comme ça. On va en parler de ça, de justement comment garder cette flamme quand tout te réussit, quand tu as tout gagné. C'est un vrai challenge de continuer à se motiver. Mais avant ça, très jeune, tu as été attiré par le sport, pas forcément le canoë, mais tu as baigné très tôt dans le sport. Très tôt dans le sport. Je suis pas issu d'une famille sportive. Moi, je suis originaire de Marseille, donc j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans un petit village, un petit quartier qui s'appelle Mouropiane, qui est sur les hauteurs de Saint-Henri. Donc, c'est un arrondissement qui est connu, pas forcément pour ses qualités, malheureusement, à Marseille. Et comme tout minot marseillais, ben, j'ai commencé par jouer au foot, beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, une énergie un peu débordante quand on est jeune, on la canalise pas, donc ça devait être assez difficile pour me gérer. Mais j'étais souvent incité à aller jouer dehors et, et donc je joue au foot. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé le jeu, le faire du sport pour moi, c'est avant tout jouer. Donc j'ai un peu du mal avec les sports où il faut trop réfléchir, ça doit être un jeu. Ou faire du sport pour faire du sport, moi j'aime pas ça, j'ai toujours voulu jouer, et donc le foot, c'est ce qui m'a amené sur le terrain du jeu, le terrain de jeu, ouais. L'esprit de compétition. Pas forcément l'esprit de compétition du tout, au départ. L'esprit de compétition, il s'est révélé plus tard, et puis d'une manière un peu différente, on pourra en reparler tout à l'heure, mais vraiment, moi, ce qui me motive, c'est le jeu, le fait de jouer. Au sens littéral du terme, c'est s'amuser. Et donc, pour ça, il faut des règles, des copains, et du jeu, et voilà, c'est comme ça que je suis parti. Tu étais quel poste au foot à l'époque? Moi, j'ai à peu près tout fait, mais j'ai surtout joué ailier droit, avant-centre, et plutôt à Hmm, l'attaque. dans l'action. Voilà. Tu as fait du judo également? J'ai fait du judo aussi, sport qui m'a moins plu. J'en ai fait parce que ça faisait partie des sports qui étaient, je sais pas pourquoi, en vogue à l'époque, ou en tout cas, moi, je m'y suis retrouvé. Je sais pas trop comment j'y suis arrivé. Euh, et de ce que je me souviens, on m'a beaucoup poussé à rester au judo parce que j'avais le gabarit ou l'énergie qui fait que peut-être quand on voit un enfant, on se dit s'il continue à faire du sport, il va peut-être réussir. Et donc le président du club de judo de Saint-André, donc un quartier qui était à côté de chez moi à Marseille, a lourdement insisté, enfin lourdement, gentiment, mais il a longtemps insisté pour me garder au club. Il voulait pas que j'arrête. Oui, donc ouais, j'ai dû forcer pour arrêter, quoi. Voilà. Au niveau du foot, donc tu étais plutôt dans le sport collectif et judo sport individuel. C'est peut-être ça aussi qui t'a aidé à choisir pour la suite le canoë ou pas du tout. Qu'est-ce qui t'a motivé après? Non, pas du tout. En fait, moi, encore une fois, je reviens sur le début, c'est que moi, j'ai toujours été joueur. J'ai toujours aimé jouer. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours aimé l'eau. Et quand j'ai découvert le canoë, qui était un sport d'eau,
et qui était seul, où en fait tu joues avec l'eau, mais c'est pas le côté solitaire qui m'a forcément attiré, c'est plus le côté eau, et après apprendre à maîtriser son embarcation sur une rivière, c'était quelque chose qui m'a plu. Voilà, j'arrive pas à savoir pourquoi ça m'a plu. Le fait que, tu sais, des fois tu tombes amoureux, c'est un peu d'un truc, c'est parce qu'il y a tout qui est réuni, quoi. La première fois où j'ai fait du canoë, il faisait beau, il faisait chaud, la rivière, voilà, tu joues avec l'eau, c'était un moment agréable et du coup, ben, j'en suis tombé amoureux et j'aime toujours ça, ouais. Et oui, et puis c'est un formidable terrain de jeu. T'as les rivières, Et ouais, et puis c'est très dur. En fait, même si tu refais plein de fois la même chose, en fait, au final, c'est jamais vraiment pareil. Puis, tu as toujours le moyen d'essayer de progresser et de t'améliorer. Et puis, les sensations sont quand même assez fortes. C'est un sport de glisse assez extrême au sens où ça procure des sensations fortes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Voilà. T'as commencé à l'âge de 12 ans, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, ce qui est assez tard. Aujourd'hui, à 12 ans, si t'es pas en équipe de France, déjà, ta carrière est foutue. Bon, ça, c'est pas un truc que je partage, mais si j'avais commencé aujourd'hui, j'aurais jamais eu de carrière, quoi. Voilà. T'étais quel type d'enfant dans ta scolarité, dans ta jeunesse? J'étais, je pense, un enfant, voilà, qui débordant d'énergie. Je suis quelqu'un qui aime faire des choses. La notion d'entrepreneur, elle me parle vraiment parce que c'est quelque chose qui touche à mon ADN en fait. J'ai envie de créer, j'ai envie de toucher. Donc, euh, donc au niveau scolaire, ça a toujours été très compliqué parce que pour moi l'école c'est très théorique. J'ai jamais vraiment compris très bien ce qu'on attendait de moi. Est-ce qu'on attendait de moi qu'on me donne le résultat? Est-ce qu'on attendait de moi qu'on explique, voilà, qu'on me démontre comment faire? Voilà, ça c'est des choses qui c'est pas forcément des bons souvenirs, l'école, parce que en fait, je collais pas au cadre et aux demandes des professeurs. Et donc j'étais en difficulté, ouais, j'étais en échec scolaire, mais pas parce que j'avais pas les capacités, parce que je collais pas au cadre et que donc du coup, ben, avec l'énergie débordante et l'envie de toucher, de fabriquer, de créer, ça collait pas avec le fait de réfléchir, de conceptualiser et d'expliquer comment on réfléchit, quoi. Et comment tu t'organisais dès jeune entre les entraînements et la partie scolaire? Parce que tu as démarré à l'âge de 12 ans. À quel moment tu as pris ça au sérieux? Ouais, alors quand on fait du sport à l'âge de 12 ans, on va dire que c'est une activité au départ sportive comme tout le monde le fait, c'est-à-dire le mercredi après-midi et le week-end. Euh, Moi, j'ai eu mon rêve et j'ai toujours exprimé mes rêves. C'était de devenir sportif professionnel. Donc, quand je faisais du foot, je voulais être footballeur professionnel. Quand j'ai fait du canoë, je voulais être sportif professionnel en canoë. Euh, et, et donc, du coup, en fait, comme j'exprime mes rêves, les gens m'ont dit, mais si tu veux faire ça, il va falloir que tu t'entraînes plus, il va falloir que tu viennes t'entraîner un peu plus au club et que tu progresses plus vite, quoi. Et donc, du coup, j'étais moteur et j'ai sollicité les entraîneurs pour en faire plus. Et comme j'ai voulu en faire plus, on m'a dit, mes parents m'ont dit c'est compliqué parce que j'habitais Marseille, c'est très grand, donc j'habitais au nord de Marseille. Le club était dans les quartiers sud, donc il y avait 30 minutes, 40 minutes de route, c'était compliqué. On m'a dit il faut que tu ailles à l'internat, donc j'ai commencé à 12 ans, à 13 ans et demi, j'étais à l'internat en fait. Tu vois, donc c'est arrivé assez vite. Et là, moi, je suis quelqu'un aussi de très passionné, comme j'étais accro et que j'avais envie de consommer beaucoup ce que, ce que je faisais, je me suis plongé là-dedans et j'ai pas trop, on va dire, j'ai pas trop mis l'accent sur les études, enfin, sur la scolarité, quoi. Dès le début, tu l'as dit, c'était d'abord un sport plaisir, un sport passion. À quel moment c'est devenu un sport compétition et comment tu l'as géré, toi, jeune ado, à traverser ça? Alors, en fait, l'aspect compétitif, il a mis du temps à s'exprimer. La première fois, je pense qu'il s'est exprimé face à l'échec. En fait, moi, j'ai découvert la compétition d'une certaine manière, au danger de la réussite ou de l'échec. Et je me considère pas vraiment comme quelqu'un de compétitif au sens
où j'ai vraiment envie de dominer les autres. J'ai mis du temps à le comprendre, ça. Donc, moi, sur les petites compétitions où j'y allais, j'avais pas forcément l'envie de gagner. Ça, c'est plutôt quelque chose qui transpirait d'une démarche du club, d'une démarche de compétition, tu vois, de ce que mes entraîneurs ou mon président de club me transmettaient. Par contre, donc là, j'étais pas forcément très concentré sur la victoire où il fallait que je gagne à chaque fois. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup animé. Par contre, là où je me suis senti en danger la première fois, c'est sur mes premiers championnats de France. Donc j'avais 13 ans. Premier championnat de France cadet, c'était à Foix, en Ariège. Je me rappellerai toute ma vie. C'est la première fois où j'ai découvert l'enjeu, le stress. Et j'ai été complètement tétanisé. Au point où j'étais pas capable de contrôler mon corps. Et moi, la seule fois où j'ai ressenti cette sensation-là, et je l'avais déjà ressenti avant, et c'est dans ma jeunesse que j'ai ressenti, c'est au moment où tu vas te battre. Voilà. Et où tu sens que tu as les genoux qui tremblent et que t'es pas trop en contrôle de ce que tu fais, parce que t'as des hormones qui sont en action, t'as l'adrénaline qui arrive et t'as peur. Et t'as peur pour ta vie, ou pour ton intégrité physique au moins. Et donc sur ça, t'es pas du tout en contrôle. Et moi, cette sensation-là, pour moi, dans ma jeunesse, j'ai appris à le gérer dans la vie de tous les jours. Mais je l'ai ressenti au départ du sport, au départ de cette compétition. Et donc j'ai fait une compétition ratée, quoi, c'était un échec. Et je me suis juré que plus jamais je revivrais un moment comme ça. Et donc en fait, c'est là où ça m'a stimulé. Je me dis, mais plus jamais En fait, la compétition, c'est sérieux. C'est aussi dur qu'une bagarre. C'est aussi dur que c'est quelque chose d'assez violent, qui fait que ton corps et ta tête sont perturbés. Et ça, moi, je veux plus le revivre. Et je veux apprendre à le maîtriser. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la compétition, en fait. Et c'est pas dans l'idée de vouloir tuer l'autre, au sens c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. Compétition avec toi-même plutôt et pas envers les autres. Voilà, plutôt. En fait, la compétition, c'est même pas ça. C'est plus que apprendre à maîtriser mes émotions, apprendre à canaliser les énergies positives ou négatives, la peur, le stress, qui sont des émotions normales en fait. Et puis en fait, moi, la compétition, ce que j'adore dans une compétition, tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas ressentir et tu dois essayer de le gérer. Et justement, à l'âge de 13 ans, tu as eu ce stress qui t'a un peu tétanisé. Comment tu as accompagné justement un jeune pour faire face à tout ça et à transformer ce stress en quelque chose, comme tu as dit après, de challengeant et de positif? Comment j'ai été accompagné? J'ai été accompagné par les grands du club qui ont vécu ça. J'ai aussi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire dans ma réflexion et assez discret sur le fait, en fait, sur le partage de mes émotions. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, quoi. Par exemple, j'en ai pas trop parlé de fait que j'ai eu peur, hors de question de le dire, et parce que j'avais l'impression qu'on pouvait s'en servir, quoi. Donc en tout cas, donc c'est la manière dont moi j'ai grandi, et donc c'était pas possible d'en parler trop. Donc je me rappelle juste que en fait j'ai appris par étapes, quoi. La première compétition que j'ai faite où j'ai ressenti ça m'a déstabilisé. J'ai pas du tout aimé cette sensation. Et j'ai dit, je veux le refaire et je veux me maîtriser. Et de là, en fait, la compétition d'après, c'était les championnats de France de l'année d'après, que j'ai gagné. Et puis après, du coup, là, ça a changé les choses. On m'a regardé. On m'a dit, viens t'entraîner en équipe de France. Tu vas aller à Pau, t'entraîner au Prytanée. Après, j'ai fait les championnats du monde. Et c'est pareil, j'ai redécouvert un truc. Les championnats du monde, c'est pas les championnats de France. T'as plus d'enjeux, tu as l'impression que tu vois les gens, ils sont meilleurs que toi. Donc ça recrée d'autres émotions, et que j'ai pas su maîtriser, donc j'ai voulu le refaire, et ainsi de suite. Voilà. T'es allé un peu vite, mais effectivement, tu as gagné les championnats de France. Après, tu es rentré en équipe de France. Donc assez jeune, t'avais quoi, 15 ans à l'époque? 14-15 ans? Ouais, c'est ça, 15-16 ans, ouais. Ok. Ouais. Et quand tu es rentré en équipe de France, est-ce que pour toi, dans ta vision, je vais être sportif professionnel,
C'était un premier step dans ta réflexion, une première case cochée ou le début de quelque chose? Le début de quelque chose, ouais, clairement, parce que je pense qu'à 15-16 ans, c'est pas encore très équilibré la manière dont on pense. Hmm. Donc, ce que je savais, c'est que qu'il y avait certaines étapes on va dire, à accomplir, à respecter. Moi, mon modèle, ça a toujours été Zidane. Euh, Pas parce que, comment dire, en fait, tout simplement, quand je disais, je veux être sportif professionnel, mon père me disait, mais c'est possible, hein, Zidane, il a grandi à 800 mètres de chez toi, pas dans les mêmes conditions, mais il vient du même arrondissement. Et donc moi, j'ai toujours suivi ça, lu des bouquins, enfin à l'époque c'était les journaux de foot. Et puis je me renseignais sur sa vie et je savais qu'il était allé en centre de formation et en sport-études à Cannes. Et donc je savais que moi, si je voulais être sportif professionnel, il fallait que je coche certaines étapes. Et donc ça passait par aller en sport-études dans un premier temps, être en équipe de France junior dans un second temps, et puis après il y avait l'étape d'après, quoi. Quand tu intègres l'équipe de France, tu as aussi cette particularité, c'est que les personnes qui sont avec toi sont tes potes, mais aussi tes compétiteurs la semaine suivante. Parce qu'au final, c'est un sport très individuel, malgré tout, comme beaucoup d'entre eux. Comment tu fais, tu l'as dit tout à l'heure, mais pour gérer ces deux aspects où tes colocs avec des potes et 2 semaines après, tu te retrouves en compétition face à ces mêmes personnes? Bah, au début, en fait, on l'a géré comme on pouvait. Moi, j'étais copain avec mes meilleurs concurrents, j'allais dire, mes meilleurs ennemis. Mais c'était aussi enfin, c'est aussi mes potes dans la vie, quoi. Donc, que ce soit à l'internat ou ailleurs. Et j'ai appris, en fait, et j'ai découvert l'aspect compétitif plus tard, mais pas vraiment vis-à-vis de la compétition. Moi, j'ai découvert ça vis-à-vis du comportement, du changement de comportement que crée la compétition, et ça me gênait. Mm. Et donc plus tard, une fois que, en fait, j'ai été très copain avec le meilleur espoir du canoë français, qui était bien meilleur que moi, qui avait commencé 10 ans avant que moi. Pourtant, il avait un an de moins. Il m'a vachement aidé moi à progresser techniquement. Et lui voilà, on va dire, il a choisi une autre voie un peu plus tard dans sa vie, et il a arrêté la compétition assez jeune, à 20 ans. Et moi, j'avais déjà dépassé, et on a été très très proches. Et en fait, quand on a été en concurrence assez exacerbée pour les mêmes places, le comportement a changé de l'un et de l'autre. Il y a pas de, j'allais dire, il y a faute partagée, mais c'est normal, c'est humain. Et ça, cette situation, je l'ai pas trop bien vécue. Et ensuite, pareil, moi, je me suis juré que que je resterais plus copain avec mes concurrents, parce qu'en fait, moi, ma vision de l'amitié, c'est pas de souhaiter du mal à mon pote, en fait. Et malheureusement, dans le sport qu'on fait, ben, il y en a qu'un qui peut à in fine faire les Jeux Olympiques. Et donc moi, me retrouver en fait en conflit vis-à-vis de mon amitié et de mes objectifs sportifs, ça marchait pas. Donc à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai toujours mis de la distance avec les gens avec qui je partageais la même activité, quoi. Comment ça se passe justement une compétition? T'en parlais au JO, il y a une place pour tout le pays, pour représenter le pays dans ta compétition. Sur les Coupes du Monde, etc., comment ça se passe? Sur les Coupes du Monde, c'est plus simple parce qu'on est trois. En fait, donc pour être en équipe de France, il faut être dans les 3 meilleurs Français. Donc normalement, il y a des compétitions de sélection, et puis euh, une fois que l'équipe de France elle est composée, on est trois, et on va au bout de la saison sur les manches de Coupe du Monde, les championnats d'Europe, les championnats du monde. C'est un peu différent pour les Jeux Olympiques parce qu'il n'y a qu'un seul représentant par nation. Voilà, ce qui fait que moi, j'ai pu faire les Jeux qu'une seule fois, au final, malgré toutes ces années de carrière. Et parce qu'en fait, t'as qu'un élu, quoi. Voilà. Donc moi, avec ma vision des choses, le plus longtemps, enfin, j'ai eu une longue carrière, donc je peux dire que c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Je me suis pas épuisé dans des relations personnelles à gérer. J'ai toujours été distant, mais j'allais dire une attitude, l'attitude c'était distant mais sympa, quoi.
Voilà, je participais à la vie de l'équipe, mais j'allais pas créer des amitiés un peu plus poussées, à dire on se voit en dehors de l'équipe, on va manger un bout, voilà. Moi, j'avais mon réseau d'amis à côté et je cherchais pas forcément à créer des amitiés très fortes au sein de l'équipe de France, quoi. Ouais, c'est comme ça que tu trouvais ton équilibre, hein. Ouais. Justement, tu rentres en 2004 au Pôle France. Ouais. Et en 2005, tu as été champion du monde par équipe, champion d'Europe, pardon, par équipe, avec cette même équipe. Ouais. Tu peux expliquer comment ça se passe? Bah, en fait, Parce que c'était ta premier championnat par équipe au niveau national, au niveau international, au niveau international. ouais, non, j'avais fait ça déjà la première année. En fait, les compétitions par équipe dans notre sport, c'est quelque chose qui sont importants parce que ça représente le niveau d'une nation. C'est un peu le sport d'équipe dans notre sport individuel, donc il est fortement poussé, mais c'est pas une discipline en tant que telle. C'est-à-dire que, je donne un autre exemple pour comprendre. En natation, le relais, il est olympique. Dans notre sport, le relais, la course par équipe, elle n'est pas olympique. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de moyens qui sont mis sur le développement de cette discipline. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les athlètes à s'y entraîner ou à gagner, parce que on gagne rien en fait à part la médaille. Et donc c'est quelque chose on le fait un peu plus pour l'honneur du pays, quoi. Donc pour moi, ça a toujours été un devoir de le faire, mais pas en soi. C'est quand on gagne et on passe un super moment. Mais quand on perd, on se dit, bon, en fait, on a fait la course, on a perdu et on a perdu de l'énergie pour nos courses individuelles. Voilà, donc en général, maintenant, les compétitions, j'essaye de bien les faire. Comme ça, je me dis, je les fais pas pour rien. Voilà. Mais c'est assez compliqué, les courses par équipe, parce qu'en fait, tu cours avec tes concurrents. Et alors, ça crée une émotion particulière, mais du coup, tu t'imposes de pas trop en avoir parce que justement, tu veux pas rentrer dans des tu te bloques un peu, quoi. Moi, j'ai fait des courses avec Tony Estanguet, où on a gagné les championnats d'Europe, on a fait des médailles sur les championnats du monde avec lui, et on est content, on se tape dans la main, on est super content, mais puis 2 minutes après, hop, tout le monde reprend sa place et on se parle plus pendant 2 jours parce que c'est les compétitions individuelles, quoi. Ouais, c'est très particulier. Ouais, bah, c'est normal, Ouais. c'est comme ça que ça se passe, on y est habitué, en fait, parce qu'on a démarré à 15 ans, quoi. Et dès 2009, donc tu vas au championnat du monde. Tu commences par être vice-champion du monde, c'est ça? Ouais, j'ai été en équipe de France en 2009, équipe de France senior. Ça a été ma première sélection pour participer au championnat du monde. Savoir qu'en 2008, j'étais déjà remplaçant olympique, donc j'étais déjà dans l'équipe de France, mais comme c'était une année olympique, j'ai pas fait les championnats du monde, qu'il n'y en avait pas. Et en 2009, je fais mes premiers championnats du monde senior. Donc je rentre en finale en individuel et on est vice-champion du monde avec Tony et Nicolas Péchier, donc un autre athlète par équipe. Ouais. Comment tu as vécu ce challenge permanent entre t'es champion d'Europe, t'es champion d'Europe, t'es champion du monde, t'es champion du monde, à retrouver comme ça à chaque fois une énergie parce que tu es dans un sport hyper particulier où il y a des coupes du monde, il y a champion du monde. Tu peux expliquer d'ailleurs parce que tu as France, Europe, le championnat du monde et la coupe du monde. Ouais, en fait, ben, c'est un peu comme au ski ou même presque dans tous les sports individuels. T'as l'animation nationale où donc t'as des compétitions nationales, que ce soit des courses régionales, des courses nationales, des championnats de France, des championnats de France de clubs, tout ça c'est l'animation nationale. Ensuite, tu as des compétitions internationales qui sont organisées par la Fédération internationale. Donc, tu as le circuit de Coupe du Monde qui récompense sur chaque manche de Coupe du Monde, tu as un vainqueur enfin, on va dire un podium, le premier, deuxième, troisième, qui marque des points. Et à la fin de l'année, tu as la finale de la Coupe du Monde qui compte double et il y a un classement qui est fait sur les 5 étapes de Coupe du Monde et celui qui gagne le classement général, il gagne le globe. C'est comme au ski. Au ski, c'est le globe de cristal. Chez nous, c'est un globe pas de cristal, mais c'est la même chose. Et ensuite, tu as le championnat du monde. Le championnat du monde, c'est la course d'un jour. C'est un championnat et qui est le format olympique. Donc, c'est la course de référence de l'année, le championnat du monde. Et tu as la même chose en championnats continentaux. Donc, nous, on est européens, on a les championnats d'Europe, tu as les championnats d'Asie, les championnats panaméricains ou d'Océanie. Voilà, en fonction des continents. Et comment tu arrives à te mobiliser, que ce soit mentalement
ou même physiquement, En fait, avoir le momentum parce que tu en as tellement dans l'année? justement, voilà, on peut pas être bon. Enfin, moi, on m'a expliqué qu'on pouvait pas être bon tout le temps. Voilà. Donc moi, ma manière dont on m'a appris le sport de haut niveau, c'est qu'il fallait choisir. C'est-à-dire, tu t'entraînes pour être bon sur une compétition, 2, 3 dans l'année où tu vas être très fort. Les pics de forme, tu les prépares, ça se prépare. Et donc, il faut que tu sélectionnes les compétitions sur lesquelles tu veux être préparé au top. Voilà. Donc, naturellement, nous, on a des compétitions de sélection pour être en équipe de France. Donc, celle-là, ça a toujours été des compétitions, le premier pic de forme de l'année. Ensuite, on choisissait les compétitions qu'on voulait gagner. Donc, nous, on nous a toujours incité à gagner les championnats du monde. Donc, on se préparait pour le championnat du monde. Et ensuite, les compétitions entre les compétitions de sélection et de championnat du monde, c'est ça. La manière dont on me l'a expliqué, c'était des compétitions de préparation. Le problème, c'est que quand on est inconnu, quand on est en progression, on peut se permettre de faire des compétitions et rater, passer à côté. En fait, on prépare les championnats du monde. Par contre, à partir du moment où on a gagné le championnat du monde, on devient quelqu'un on va dire, au niveau du sport, que ce soit national et voire même international, et t'es plus observé, t'es critiqué. Et en fait, on te demande plus de gagner plus souvent, parce que sinon on s'inquiète. On se dit, mais le champion du monde, il est plus en forme. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que je dirais qui m'ont mal été enseignées et qui ont fait que en fait, on a l'impression que j'avais une carrière un peu en dents de scie, alors que en fait, c'était je préparais des compétitions sur lesquelles je voulais me préparer, quoi. Voilà. Et comment justement tu as géré cette pression extérieure, que ce soit dans l'intention, en interne avec l'équipe qui t'entoure, ou de par les partenaires, ou de par les Alors, passionnés du sport? les partenaires ont toujours été à mes côtés. C'est-à-dire que c'était les personnes avec lesquelles j'avais le plus de discussions finalement, parce qu'ils me demandaient des nouvelles, et puis comme ils n'étaient pas du milieu, je pouvais parler sans filtre, quoi. Dire ce que je faisais, être très honnête sur la manière dont je me préparais. Et donc ils n'étaient pas vraiment surpris de mes résultats. Ils savaient très bien ce que je visais, donc ils étaient au courant. En fait, finalement, le plus dur à gérer, c'est la fédération, ou l'équipe de France en général, et les médias sportifs, qui, eux, ont des objectifs un peu différents. En fait, eux, ils veulent gagner, quoi qu'il arrive. Et parce qu'ils veulent des médailles, et donc, et moi, je voulais pas forcément gagner toutes les compétitions. Je voulais gagner les compétitions que je choisissais de préparer. Et donc, en fait, il y avait un conflit d'intérêts sur ce que eux voulaient et ce que je souhaitais. Et donc, c'est plutôt ça qui a été compliqué à gérer, quoi. Et comment ça se gère? Est-ce que tu as été accompagné? Non. Non. Non, mais personne t'es pas accompagné sur ça, parce que c'est des choses qui... Non, au-delà de la partie fédération, hein, au niveau de la partie médiatisation, et comme tu disais, les médias. T'es pas accompagné non plus. Moi, j'ai eu sur le tard, j'ai travaillé avec des attachés de presse qui géraient les relations entre les médias et moi, et qui gèrent toujours d'ailleurs, mais qui m'ont aidé on va dire, à prendre du recul par rapport à ce que je souhaitais dire aux médias, et comment communiquer, raconter l'histoire que je voulais raconter. Mais c'est des choses qui se découvrent un petit peu de manière empirique. En fait, on fait des erreurs ou pas. D'ailleurs, on dit des choses et puis les médias les reprennent, ou on dit des choses au directeur des équipes de France, et puis en fait, finalement, ça se retourne contre toi. Et donc, c'est des choses que tu apprends de manière empirique. Tu peux pas être stratège dès le début sans savoir ce que tu vas vivre, quoi. Quel a été le grand moment de ta première partie de carrière, hein? Parce que tu as tellement de. Enfin, je veux pas le marrer sous les yeux. Tellement de championnats, tellement de Ouais. victoires, hein. Euh, On va dire jusqu'à 2012-2013, puisqu'après on va parler. ouais, alors dans ce cas-là, c'est assez facile. C'est mon premier rêve d'enfant, c'est quand je suis devenu champion du monde individuel. Ça a été un premier grand accomplissement personnel, un rêve, euh, qui d'ailleurs a entraîné certaines complications de motivation, parce que c'est pareil. En fait, il y a le sport de haut niveau, et c'est quelque chose qui te fait découvrir des émotions de manière assez spectaculaire, et qui fait que en fait tu passes par des états surprenants. Tu te dis,
quand je gagne moi, mon titre de champion du monde, quelques jours après, j'ai le contre-coup où je me dis, mais et je fais quoi maintenant? Et puis en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a traîné, où j'ai eu du mal à m'en remettre. Et j'ai mis du temps parce que je voyais pas trop ce que j'allais chercher d'autre, en fait. Et encore une fois, j'ai jamais été moi dans la démarche du compétiteur né ou qui veut gagner tout le temps et qui veut tout faire. Moi, j'ai plus été sur ce qui me, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, ce que je retiens, c'est plus comment j'ai fait pour gagner, en fait. C'est l'histoire et qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai entrepris les choses. Et une fois que c'est fait, quoi. Et, et donc, ça a été assez difficile difficile à gérer émotionnellement de recréer une histoire, en fait. Voilà. Mais bon, j'ai réussi, mais Oui, il est plutôt bien. Ouais, mais c'est sûr que c'est l'objectif que tu avais mis, tu l'as coché. Je l'ai coché, voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose d'assez que j'avais pas anticipé. Encore une fois, je savais pas que si tu gagnais, si tu accomplissais un rêve d'enfant, derrière, tu avais une espèce de chute de motivation parce que tu savais pas quoi faire, quoi. Alors, tu disais que tu as retracé ton chemin et que tu as tout bien fait. J'ai pas tout bien fait. T'as pas tout bien fait, justement. J'ai fini le jeu. T'as fini le jeu. Ouais. Mais qu'est-ce qui a permis, justement, d'arriver à ce championnat? Je veux dire, quand tu as refait l'histoire et que tu as retracé ton chemin, quels ont été les facteurs où tu t'es dit que ça a été une bonne décision et que ça t'a aidé à atteindre cet objectif? Mais il y en a eu, il y a eu plein de bonnes décisions, il y en a eu plein de mauvaises aussi, qui ont fait que mon chemin il a zigzagué et pour arriver au jour où j'ai gagné. C'est difficile de te répondre précisément sur qu'est-ce qui a fait que. Moi, je pense que la compétition de très haut niveau, quand on excelle dans quelque chose, que ce soit en sport ou ailleurs, il faut des prérequis spécifiques et précis qui sont une compréhension précise de ce qu'on fait, une connaissance parfaite de l'environnement dans lequel on évolue. Il faut énormément d'heures de pratique, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est des prérequis. Il faut des prérequis aussi, j'allais dire, ça c'est en sport, des prérequis on va dire, de nos gènes, c'est-à-dire une capacité musculaire spécifique. On n'est pas tous égaux sur ça, sur comment notre corps est fait, comment est-ce qu'on a les os plus légers, plus lourds, est-ce qu'on a plus de muscles que l'un ou que l'autre, est-ce qu'on est grand, des grands segments, souples, ce genre de choses. Et moi, je suis assez convaincu qu'il faut aussi faire des bonnes rencontres. Et les bonnes rencontres, elles se provoquent. Donc, il y a des fois, moi, je pense avoir été assez moteur dans la démarche de ma volonté d'apprendre. Et donc, j'ai toujours été chercher à comment est-ce que les autres faisaient, comment est-ce qu'on faisait pour... voilà, j'ai demandé aux champions d'avant comment ils ont fait pour gagner, quoi. Donc, et puis jusqu'au moment où j'ai trouvé ma voie à moi, et puis en fait, quand tu me poses cette question-là, je me dis, mais c'est un enchaînement de multiphénomènes, mais par contre, les prérequis me paraissent hyper importants. Voilà. Et je me dis, si on m'avait pas poussé à faire autant d'heures, si on m'avait pas encouragé à continuer après les échecs et tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, je me dis, ben, heureusement. En fait, le plus long, ça a été de devenir champion du monde. Ça a mis plus de 10 ans, de 12 à 24. Et donc, après, de 24 à 29, il y en a eu d'autres, mais j'ai été champion olympique. Entre champion du monde et champion olympique, il n'y a eu que 4 ans. 5 ans. Entre champion olympique et champion d'Europe, pareil, 5 ans. Mais c'est ça qui a été le plus long, quoi, de devenir champion du monde. Donc ça, c'était après avoir été champion du monde. Tu disais que tu as eu cette descente, entre guillemets. Ouais. Comment tu as ravivé la flamme, justement? Alors, moi, pour être très honnête, après les championnats du monde, tout de suite, il y avait la course pour les Jeux de Londres en 2012. Et donc, c'était quelque chose qui était très motivant en soi. Mais oui, pour moi, j'arrivais pas à toucher du doigt on va dire le rêve olympique, parce que j'ai jamais eu la chance, étant enfant, de participer ou d'aller voir des épreuves olympiques. Je suis pas d'une famille sportive, enfin très sportive, et donc mes parents m'ont pas emmené. Bon, après il y avait pas les Jeux en France, hein, mais
j'ai pas été bercé dans la culture olympique, on va dire. Donc tout de suite pour la sélection des Jeux, j'étais un peu mou quoi. Voilà, j'avais gagné les championnats du monde en septembre. Au mois d'avril, il y avait la sélection pour les Jeux de Londres 2012. Il a fallu repartir très vite et j'y suis allé, mais un peu comme un robot, quoi. Pas avec beaucoup d'âme, d'envie et surtout la notion de rêve, elle était plus trop là, quoi. Parce que oui, il y avait les Jeux, certes, mais je l'avais jamais vu, je savais pas à quoi m'attendre. Et moi, comme je te disais, je suis quelqu'un le concept me plaît pas forcément. J'ai besoin de toucher, de voir, de Pragmatisme. créer. Ouais. Donc, j'ai passé une année compliquée. Je me suis pas sélectionné pour les Jeux. Et c'est là où moi, je me suis dit, il faut que j'aille voir les Jeux, quoi. Parce que sinon, je sais pas trop après quoi je cours. Donc, je me suis très sincèrement posé la question d'arrêter ma carrière à ce moment-là, parce que vraiment, j'avais l'impression d'avoir atteint Mm. le sommet. Et je suis allé voir les Jeux avec l'aide d'un de mes sponsors, qui m'a invité pour voir les événements, les compétitions de canoë. Donc je suis allé voir Tony gagner les Jeux. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait voir et découvrir à quel point c'était fort et puissant en fait. Et des courses comme ça, j'avais envie d'en vivre et j'avais envie de les gagner. Donc c'est ça qui m'a quelque part un peu remotivé pour, euh, pour repartir, recréer une histoire avec d'autres personnes. Et de me mettre dans cet état d'esprit je repars pas de zéro, mais je repars pour une nouvelle Mm. aventure, quoi. Quand tu dis avec d'autres personnes, tu as changé ton encadrement? Ouais, j'ai C'est ça? changé, ouais, Ok. voilà, ouais, parce que en fait, finalement, moi, c'est ça qui a été aussi le fil conducteur de mon histoire, c'est que les rencontres. J'ai toujours eu des rencontres où des gens, pour moi, des gens importants qui m'accompagnent et qui me permettent soit de respecter un cadre, soit de m'encourager et des figures un peu fortes, quoi. Et donc là, tu es reparti pour un processus de 4 ans? Je suis C'est reparti ça. pour, ouais, voilà, on va dire une Olympiade, l'Olympiade de 2016, avec son lot de péripéties aussi, mais qui, au final, moi j'ai eu 3 années un peu compliquées sur les championnats, où j'ai pas réussi à regagner de titres. Mais j'étais toujours présent, j'étais dans le top 5 mondial tout le temps. J'ai fait une grosse année 2015, même si j'étais pas en équipe de France pour la partie championnat du monde. J'ai fait une très grosse année sur la partie Coupe du Monde où j'en ai gagné une. J'ai fait un podium, donc j'étais revenu dans le top 3 mondial. Et donc j'ai préparé l'année 2016 de manière assez investie pour me sélectionner pour les Jeux. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, pour arriver au titre olympique, c'est un petit peu réussir à mettre en musique un petit peu tout ce qu'on a appris dans sa carrière pour aller gagner le titre ultime, quoi, le Graal. Et ça, c'est aussi ma démarche d'entrepreneur qui, je pense, m'a permis de faire ça parce que c'est un peu, tu vois, les jeux, c'est gagner un événement comme ça, c'est un peu, tu vois, tu as une bibliothèque de tout ce que tu as appris, et puis ça suffit pas, parce que tu les as jamais vécus, donc il faut que tu ailles, tu vois, faut que tu ailles acheter ou chercher de l'info ou du savoir-faire, et que t'as pas. Et donc il faut que tu fasses confiance à des gens, et donc moi je suis allé questionner tous les anciens champions olympiques de ma discipline, pour pour savoir ce que eux en avaient retiré, comment, pour eux, c'était quoi les facteurs clés de succès de leur expérience olympique. Et je les ai notés et j'ai fait ma synthèse et j'ai pris ce que moi, ce qui me parlait, comment je savais, comment moi je savais que ces petites clés-là, elles allaient m'aider parce qu'elles me correspondaient. Et ce qui a fait que j'ai eu une expérience olympique assez extraordinaire et qui m'a permis d'être assez focalisé, assez pragmatique sur l'action et de réussir à gagner, quoi. Et quelle synthèse tu en as fait justement? Tu t'en souviens? La synthèse. Ouais, de ces questionnements avec les différents champions? Bah, j'en ai quelques-uns qui sont personnels. Et puis après, globalement, moi, mon inquiétude, c'était que je les avais jamais vécu les jeux de l'intérieur et je savais que c'était une grosse machine. Donc, ce qui me faisait peur, c'était de me faire broyer en fait, c'était de me faire exploser par l'événement.
Et donc l'idée c'était de me créer un petit plan qui me correspondait et qui me permettait d'appréhender l'événement, plus que la compétition en elle-même, d'appréhender l'événement des jeux, le marketing des jeux, l'habillage, et que la mise en lumière soit pas quelque chose qui me, comment dire, qui me freine, mais plutôt qui me sublime, quoi. Et donc ça, je pourrais te dire comment je l'ai fait, mais ça, c'est très personnel parce que voilà, c'était un mélange entre profiter quand j'avais envie de profiter, donc aller à la cérémonie d'ouverture, vivre ce genre de moments qui sont extraordinaires, mais aussi à un moment donné fermer les écoutilles et me mettre dans mon lit et puis regarder une série parce que j'avais besoin de me ressourcer. Ou à l'époque j'étais chef d'entreprise aussi, ouvrir mes mails et puis bosser sur des dossiers pour éviter de penser trop à l'impact d'une victoire olympique ou ce genre de choses. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a quelques jours, il y a un gamin qui s'est sélectionné au jeu, qui parle français pour un pays africain, et qui est venu me voir en me disant, toi, comment t'as vécu ça? Et qui m'a posé un peu la même question. Et je lui dis, mais je peux te dire ce que j'ai fait, mais ça va peut-être pas te correspondre parce qu'on n'est pas pareil. Moi, je te connais pas et je sais pas comment toi tu vis les choses, mais j'ai envie de dire, choisis qui tu es, enfin, ou accepte qui tu es, et puis fais-toi un plan en fonction de qui tu es et tiens-toi-y, quoi. Mais si c'est de t'enfermer et de rien vivre parce que tu sais que ça va te fatiguer et que c'est comme ça que t'es un peu solitaire et tout ça, fais-le comme ça, quoi. Mais si au contraire t'es un peu extravagant, profite parce que les jeux c'est une fête, c'est magnifique, il y a plein de monde et vis-le jusqu'au bout, quoi. On va en parler de ta partie entrepreneuriale parce que c'est hyper intéressant. Juste une question par rapport au jeu. Il y avait cette habitude avec Tony Estanguet où il a gagné à chaque fois, presque sur les fois précédentes. Et peut-être vis-à-vis de certains, c'est cet automatisme quand on parle à tableau des médailles, on coche un petit peu les pronostics, ça s'est quasi fait, etc. Ouais. Comment tu as subi et ressenti cette pression-là? Déjà de passer après un triple champion olympique. Ouais. Et ce côté où certains voyaient déjà ça pour acquis parce que la France est un pays qui remporte cette compétition. Alors clairement, les gens voyaient ça pour acquis. Je me souviens que ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Donc je partageais ma chambre avec mon pote Mathieu Péché, qui lui a été médaillé en biplace. Le jour de la finale, tu vois, une partie de mon plan, c'était d'éviter de lire trop la presse, quoi. Parce que je savais qu'il pouvait me mettre la pression ou quoi, et que j'en avais pas forcément besoin. C'était déjà assez gros et j'en avais pas besoin. Et donc j'avais découpé les notifications de l'équipe ou ce genre de choses là. Et donc le jour de la finale, mon pote qui lui est geek ultime, il regarde l'équipe et en fait j'étais gros journal et donc le titre de l'article c'était les kayakistes pour exister condamnés à gagner, tu vois, parce que justement il y avait du Tony avant et que voilà, on attend que ça, quoi. On attend que la victoire et pas moins. Et donc ça c'est des articles qui mettent la pression, qui sont pas des moments faciles à gérer pour un athlète, en fait, parce que t'as pas besoin de ça. Voilà, t'en as pas besoin. Après, je suis pas obligé de les regarder. Moi j'avais mon meilleur pote qui était là pour m'enfoncer, mais sinon, sinon tu les regardes pas. Remercie Mathieu. Voilà. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui a, on va dire, qui met encore plus de dimension à l'événement, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on sait que ton pays, il compte sur ton sport, et donc il compte sur le représentant de ton sport, donc toi, pour ramener une médaille, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, mais j'ai envie de dire, la pression et l'enjeu, ça fait partie des conditions pour en gros, pour réaliser une grande performance. C'est-à-dire que une grande performance, elle est réalisée que si il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'attentes, il y a la pression de l'envie personnelle, il y a la pression extérieure et tout ça. Enfin, il faut que tout soit réuni, sinon ça fait pas une performance. En parallèle de cette préparation des jeux, donc tu l'as abordé un petit peu, cette vie entrepreneuriale, cette deuxième vie, tu as commencé en 2013-2014, si je dis pas de bêtises, en commençant par retourner sur les bancs de l'école. Alors,
Ouais, en fait, moi, entrepreneur, je suis Depuis le début. depuis le début. Mais sauf que je ne savais pas au début. Euh, donc, moi, j'ai créé ma première boîte, c'est en 2008. C'était pour une société qui était, en gros, qui me permettait de facturer aux marques, aux entreprises, des contrats de partenariat, de sponsoring ou d'intervention de conférences spécialisées voilà, sur de la motivation, des retours d'expérience ou de raconter une histoire, comment on a géré un échec, ce genre de choses, que je fais toujours aujourd'hui. Et ça, je l'ai créé en 2008. Voilà. Euh, En 2013-2014, 2013, ma fille est née, ma première fille est née. Et donc, du coup, j'ai pris conscience que j'avais une responsabilité et que la vie d'un athlète, c'était aussi lié à son physique et que je pouvais avoir un accident, voilà, me casser le bras ou me couper un doigt et que ma carrière était finie, quoi. Donc, j'ai voulu reprendre mes études que j'avais arrêtées très tôt. Euh, Justement dans cette démarche un petit peu plus responsable par rapport à mes enfants, bah, de leur assurer toujours euh, des conditions de vie, des bonnes conditions de vie, quoi, voilà. Donc j'ai repris les études et j'ai passé mon diplôme euh, c'est un diplôme d'une école de commerce, donc à Cadiz Business School à Marseille, justement dans, on va dire, apprendre à être un manager d'une entreprise de manière théorique et de manière générale. Voilà. Bon, en fait, tu apprends beaucoup plus en le faisant, Sur le terrain. mais au moins j'avais les bases, quoi. Voilà. Et donc j'ai créé une autre boîte qui était dans la nutrition sportive, où il me semble, j'avais fait appel à tes services au début, tu vois. On était créateurs d'entreprise tous les deux à la même époque et donc cette société était, en gros, c'est une marque de gel et de boissons énergétiques pour les sportifs. Et donc moi, en tant que sportif, j'en consommais, mais il y avait aussi il y avait un gros marché qui existait, notamment dans les sports d'endurance, le trail, le triathlon, le vélo. Et donc je m'étais lancé sur ce marché avec une démarche assez novatrice. Et puis ensuite, j'ai racheté une marque anglaise de barres de céréales qui venait compléter l'offre de mes produits, ça a été distribué dans 14 pays, on a levé des fonds. Et au bout d'un moment, avec ma deuxième fille arrivant, et plus le sport que je continuais, j'étais champion olympique en plus en même temps, bref, ça a un peu explosé. Et j'ai quitté mes fonctions en 2018 parce que je n'arrivais plus à suivre tout. Et j'avais un besoin de me recentrer sur quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de, on va dire, de quitter mon rôle opérationnel de cette société. Et aujourd'hui, elle est vendue et voilà. Donc, moi, j'ai déjà eu une démarche entrepreneuriale, ouais. Et qu'est-ce que tu en retires de ça, justement? J'en retiens et c'est ce que je dis souvent quand je suis en conférence, c'est qu'il y a plein de parallèles qui peuvent être faits entre le sport et le monde de l'entreprise, il y a plein de parallèles entre le sport et l'entrepreneur et tout ça, mais qu'il ne faut pas tomber dans la généralisation, trop facile. Euh, que le sport, que le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est très difficile. Certes, que ce qu'on fait, ça demande des habilités qui sont rares et qu'on est en quelque sorte des êtres un peu exceptionnels parce que pas tout le monde arrive à faire ce qu'on fait, mais que les entrepreneurs, c'est la même chose et que c'est pas et que c'est pas les mêmes difficultés. Un sportif, lui, quand il s'entraîne, il planifie son entraînement, il planifie sa compétition, il sait quel jour c'est, et puis s'il gagne, il a une médaille, il a un trophée, il est glorifié. Il y a ce côté un peu, euh, on va dire, Cadencé. cadencé, oui, mais et puis surtout très daté. Le sportif, j'allais dire, il bénéficie, pour moi, ça c'est une facilité par rapport à l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il n'a pas de rétro-planning avec tant de clients. S'il a un gros client qui va lui faire son année, peut-être, mais la plupart du temps, un entrepreneur, il a des clients tous les jours, il a des problématiques tous les jours, et puis surtout sa vie, elle s'arrête pas. Et c'est ça, ça doit durer une entreprise. Ce que je dis toujours, quand tu la crées pour 100 ans. C'est la date minimum. Et donc, il n'y a pas vraiment aussi il n'y a pas de trophée ou de médaille olympique pour un entrepreneur. C'est quoi comment on sait que tu as réussi en fait? Chacun fixe ses propres règles et donc voilà, il n'y a pas
sur ça, il faut remettre aussi l'église au milieu du village, c'est que c'est vraiment pas pareil. Et puis surtout, il y a quelque chose, moi, d'assez fascinant que j'aime chez les entrepreneurs et qu'on met pas assez en avant, c'est que c'est des créateurs de vie sociale. Nous, en tant que sportifs, on anime la vie sociale, on est presque on a un divertissement. Mais un entrepreneur, lui, il soutient des familles, il crée une vie, une communauté, il crée une vie d'entreprise, il crée une sorte de, de communauté qui vit grâce à cet entrepreneur qui porte une flamme, la flamme sacrée de l'entrepreneur d'avoir un projet d'entreprise qui va générer du chiffre d'affaires, qui va générer des salaires, qui va générer des vies, qui va payer à manger à des enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'admire et qui est pas vraiment comparable avec un sportif. Voilà. Tu fais des conférences, tu disais, et avec notamment ce parallèle et tant d'autres choses. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah alors justement, j'essaye de pas trop faire des parallèles. J'essaye justement de rendre un peu gloire aux gens que j'admire, qui sont les entrepreneurs, en me servant de mon parcours sportif, parce que c'est là-dedans que j'ai excellé, et en essayant d'inspirer que ce soit les entrepreneurs ou les collaborateurs d'une entreprise à réfléchir et à s'ouvrir à des méthodes de pensée, à des méthodes on va dire, de conceptualisation de la performance qui sont différents de ce que l'entreprise et ce que le quotidien offre ou leur demande de créer, en fait. Et donc, dans l'idée, je partage des histoires et des visions, que ce soit sur la performance, sur le travail en équipe, sur la confrontation, sur l'émulation, sur des sujets un petit peu spécifiques qui touchent le monde de l'entreprise, mais qui touchent aussi le sport. Et en tant que sportif, je fais justement pas ce parallèle-là. Je dis, moi, voilà comment j'ai fait. Peut-être que ça peut vous inspirer. Et c'est pas une leçon, c'est plus un partage. Et qui plaît parce que je suis pas en train de faire la leçon en disant que les sportifs sont meilleurs, parce que c'est pas le cas. Et surtout parce que je suis passionné aussi par ce qu'ils font, quoi. Parce que je m'intéresse à la vie de l'entreprise et à comment ils développent leur activité et à quelles sont leurs problématiques et comment ils distribuent leurs produits ou comment ils distribuent leurs services et comment ils touchent de nouveaux clients, c'est quoi leurs problèmes, tout ça, je m'intéresse vachement. Et ce qui fait que ça se passe bien. Ouais. Quand je parlais de parallèle, c'était au parallèle en tant que l'entreprise et sportif de haut niveau, parce que tu as la chance d'avoir ces deux casquettes-là, en fait. Ouais. Ça te permet d'en parler plus facilement. En fait, ça me permet justement de constater que l'entrepreneur, c'est aussi un sport à plein temps, quoi. Et que l'entrepreneur est pas récompensé souvent à sa juste valeur et qu'on est. Je parle en fait, quand je dis on, je parle nous les entrepreneurs, parce que je me considère comme un entrepreneur, on n'est pas. On a une sale image en France, très clairement. En fait, on nous place dans une situation où, en fait, on est souvent la plupart du temps, on a l'impression qu'un entrepreneur, c'est un privilégié. Alors que je pense que c'est l'inverse. Un entrepreneur est souvent isolé. Il est souvent seul face à plein de problématiques. Beaucoup de monde se repose sur lui. Et c'est très compliqué à gérer. Mais ça, c'est une vision qui n'est pas assez mise en avant. Et pour nous, en France, un entrepreneur, c'est un privilégié qui gagne beaucoup d'argent, souvent. Et ça, c'est une image, c'est un préjugé, quoi. C'est comme le golf, c'est un sport de riches, et que l'équitation, c'est réservé aux blancs, quoi. Tu vois, c'est des préjugés, c'est pas la vérité. Donc, tu disais, nous, les entrepreneurs, toi aussi, tu réfléchis à repartir dans l'entrepreneuriat parce que tu arrives un peu sur la fin de ta carrière et sur une passation douce, comme tu l'as expliqué ces derniers mois. Quels sont tes projets? Quelle est ta vision par rapport à ça? Ouais, alors, comme tu l'as dit, en fait, un sportif, moi, après 20 ans de carrière de haut niveau, j'ai essayé d'arrêter de m'entraîner de manière radicale. Et en fait, j'ai compris que c'était pas possible de le faire. Mon corps réagissait mal, le moral pareil. Et moi, j'avais travaillé. Tu sais, on dit toujours que la fin d'une carrière, c'est un peu une petite mort. Moi, j'ai jamais trop
j'ai jamais trop vu ça comme un tremplin, le sport de haut niveau. Moi, j'ai toujours fait ça par passion. J'ai toujours fait du canoë parce que j'aime ce sport. J'ai toujours fait de la compétition parce qu'elle me fait vivre des émotions et elle me fait découvrir et apprendre sur moi-même tout le temps. Et c'est ça qui me plaît. La lumière en soi, elle m'intéresse que très peu. On va dire que c'est une bonne plateforme pour exprimer ses idées, pour parler des choses qu'on aime, que c'est un moyen de représenter des marques et des entreprises avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs. Mais en soi, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Donc la petite mort, de ce point de vue-là, elle me fait pas peur. Par contre, la mort physique et la mort mentale, ça c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai arrêté, et parce que j'ai fait 3 mois d'arrêt total et où mon corps était en train de mourir. Franchement, je pense qu'il était en train de devenir quelqu'un d'autre, et ça a été trop brutal pour moi. J'ai pas pu le on va dire surpasser ça. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de reprendre le sport d'une certaine manière, de reprendre le sport de haut niveau et de reprendre ce projet d'arrêt là avec une sorte de progressivité, quoi. En fait, quand on commence le sport de haut niveau, on y va par étapes. Il y a toujours un principe de progressivité qui est à respecter. On commence par s'entraîner un peu, puis après on s'entraîne un peu plus jusqu'au moment où on est sportif professionnel. Et quand moi, j'ai été 20 ans sportif professionnel, m'arrêter d'un coup, c'est de la folie. Et j'ai besoin d'un an ou deux là pour atterrir, où mon corps il a besoin de s'entraîner un peu moins petit à petit, de moi, ma tête, j'ai besoin de la placer sur d'autres sujets, mais de continuer finalement à la maintenir éveillée sur des stimuli que je connais très bien, qui sont la compétition de haut niveau. Parce que c'est comme ça que mon corps est fait et que ma tête est fait. Et donc l'idée, c'est d'avoir une étape d'atterrissage entre le sport de haut niveau et le sport loisir et la vie normale, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en France, on a des programmes qui sont très bien d'aide aux sportifs de haut niveau à se reconvertir, mais à se reconvertir, en gros, on va aider les sportifs à gagner leur vie différemment. Voilà. Mais, et ce qui est déjà très bien, mais il n'existe pas de programme de désengagement physique et émotionnel du haut niveau, qui est une sorte voilà, j'allais dire, moi j'appelle ça la pré-retraite. Donc en gros, je suis en pré-retraite sportive, où je vais essayer de continuer à faire du haut niveau avec un arrêt qui est planifié, quoi. Donc je sais qu'à un moment donné, il va falloir sortir et que ce sera que du loisir, quoi. Voilà. Et donc pour ça, ça passe par l'étape comment est-ce que je gagne ma vie d'une autre manière. Et donc oui, ça c'est sûr que je serai entrepreneur et que je serai à nouveau créateur de valeur, j'espère, quoi. Et tu es aussi dans la transmission, puisqu'on a eu le plaisir de t'accompagner sur un premier Salam Academy. Tu peux en parler un petit peu de ce projet, de cette volonté même de transmettre ton savoir à des plus jeunes? Enfin, Ouais. ton savoir, modestement, je m'entends. Non, mais bien sûr que de toute façon c'est modeste parce que je leur dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Encore une fois, dans la même démarche que les conférences que je peux faire auprès des entrepreneurs, moi j'ai été un entrepreneur. J'ai envie de dire un entrepreneur de bas niveau. J'ai pas créé une multinationale, j'ai pas créé une société qui a employé 1000 personnes et qui a sauvé des vies. Enfin, je veux dire, j'ai fait un petit business qui a marché et qui a fait des choses super. J'ai l'impression, mais c'était à une petite échelle, quoi. Donc, quand je fais des conférences auprès des entrepreneurs, je leur explique pas comment il faut faire, hein. Je dis juste, moi, je fais un partage d'expérience de comment j'ai gagné des choses en sport et j'ai performé. Et ça, c'est moi, c'est comment je l'ai vécu, et je dis pas que c'est la vérité. Je dis, si ça vous parle, si ça résonne, vous prenez un peu, et puis vous vous inspirez, et puis vous faites à votre sauce, quoi. Et donc moi, oui, j'ai initié une démarche qui s'appelle la DGC Slalom Academy, Denis Gargochanu Slalom Academy, puisqu'il faut bien lui donner un nom. Ça, c'est mon côté entrepreneur, parce que je cherche des partenaires pour financer ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. On a eu la chance de faire une première étape cette année avec l'aide de mon fidèle sponsor. Je ne sais pas si je peux le citer, mais oui. Qui est EDF, qui m'accompagne moi depuis une dizaine d'années et qui m'a soutenu dans cette démarche. Et donc l'idée, c'est de transmettre
et de passer un petit peu ce qu'on m'a moi transmis en tant que jeune sportif et que je suis allé tirer les verres du nez des champions. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu le recueil de plein de vies de sportifs différentes parce que je suis allé chercher l'information à gauche, à droite. On m'a donné des infos. Ça a toujours été gratuit, tu vois. On m'a toujours donné des choses gratuitement. Donc moi, j'ai vachement de mal à faire payer pour transmettre ce que j'ai appris. Et donc, j'ai pas envie d'être entraîneur. Voilà, j'ai pas envie d'être coach, mais néanmoins, j'ai quand même envie de passer ça, quoi, que ça reste, que ce que j'ai appris, ça ne meurt pas avec moi. Et donc, l'idée, c'était d'organiser la manière dont je pouvais le transmettre. Et donc, ça passe par une académie, donc sur 3 jours très intenses, des moments de partage où j'explique, où je raconte comment j'ai construit ma carrière, comment j'ai gagné telle ou telle victoire, comment j'ai géré telle ou telle problématique. Ça passe aussi par de la technique, la pure et dure dans mon sport. Et puis l'idée, c'est de faire ça plusieurs fois et de continuer à transmettre et de faire intervenir d'autres champions parce que j'ai aussi bénéficié grâce à mes victoires, j'ai pu rencontrer d'autres champions dans d'autres sports qui m'ont raconté d'autres choses, d'autres visions, qui m'ont inspiré. Et ça, c'est quelque chose pas tout le monde y a accès. Il faut déjà gagner pour y avoir. Et moi, je me dis, si je peux le transmettre à des jeunes, ça les fait réfléchir déjà et peut-être que ça va les aider à transmettre. Et puis, s'ils font pareil après, c'est quelque chose c'est un savoir qui se perd pas, quoi. Voilà. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Et quel retour tu fais de cette première édition? Le retour, il est très bon. Les jeunes étaient apparemment très contents de l'événement et j'espère que je réussirai à financer une deuxième édition, puis une troisième, puis une quatrième. Et voilà, l'idée c'est que ça prenne un peu d'envergure dans notre monde. Il faut que ça reste franco-français parce que je suis très patriote et que je veux que ce savoir-faire il reste chez nous, même si l'étranger me sollicite. J'ai eu beaucoup de candidatures étrangères, mais faut que ça reste chez nous en France, quoi. Toi qui as tout gagné au niveau du sport et qui est dans cette transition, quel est ton plus grand rêve à toi aujourd'hui? Mon rêve en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, en fait, à bientôt 37 ans, je crois que j'ai compris un petit peu ce dont j'avais besoin pour être heureux. Voilà. Et ça fait partie de mes moteurs aujourd'hui, c'est-à-dire il faut que j'arrive à organiser ma vie d'une certaine manière pour que je puisse faire des choses que j'aime, que je puisse pratiquer des passions, parce que la passion c'est un moteur qui est fabuleux. Aujourd'hui, moi, je sais aussi ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'apprendre. Donc, c'est rencontrer plein de gens, apprendre sur plein de domaines, me former, rencontrer des gens et gérer des problématiques, parce que c'est ça qui moi qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à une problématique donnée, me creuser la tête. C'est quelque chose qui me stimule et c'est ça que voilà, un peu de sport, un peu de problème, un peu de parce qu'il en faut, un peu d'argent pour faire mes passions, un peu de voilà, les bons amis, les restos parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis et voilà. On a ça en commun. Ouais. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie avec le recul? Toujours difficile d'en sortir un, mais avec l'expérience, quel conseil donnerais-tu? Il y a en fait, moi, je suis un garçon qui fonctionne avec les proverbes. Alors, il y a plusieurs proverbes qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Je ne saurais pas dire lequel m'a plus aidé, mais je peux t'en citer quelques-uns. Un des proverbes que j'aime le plus, qui parle à tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'être croyant pour le comprendre, mais ceux qui sont croyants, ils peuvent le comprendre et se l'appliquer. C'est aide-toi et Dieu t'aidera. Pour moi, la manière dont on me l'a expliqué, c'est que on a beau avoir foi que Dieu va nous aider. Si tu fais pas le travail nécessaire, il t'aidera pas, quoi. Il faut aussi se lever le matin et puis et faire ses devoirs ou faire ses exercices si on veut avancer.
Un autre proverbe que j'aime bien, le mieux est l'ennemi du bien. À toujours vouloir faire de manière parfaite, au final on fait rien. Ça, c'est comme ça que je le comprends. Et puis un autre proverbe, et puis je suis pas sûr qu'il m'ait tout le temps aidé, mais c'est quelque chose que j'aime bien, désolé si on dit des gros mots, mais c'est parle pas aux cons, ça les instruit. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup. Voilà. En général, dans la vie de tous les jours, je suis un garçon qui est plutôt tranché et plutôt engagé, et que quand je te rentre dedans, c'est parce que je t'aime beaucoup. Parce que si je te dis rien, c'est que, c'est que je te porte pas très haut dans mon estime. Le podcast s'appelle Inspirer et tu en as parlé plusieurs fois. Encore une fois, c'est toujours difficile avec tout ce que tu as vécu, mais s'il y a une personne, une rencontre qui t'a inspiré, qui t'a marqué dans ta carrière, dans ta vie, tu penserais à qui? Mais j'ai plusieurs sources d'inspiration, c'est pareil, parce que je pense que euh, il faut pas se contenter d'une personne. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour moi, c'est des figures paternelles. Voilà, il y a mon père, qui est quelqu'un d'inspirant, il y a une manière de vivre que j'aime beaucoup, et voilà, qui est épicurien, et qui m'a transmis ce plaisir de la vie. En fait, c'est le plaisir de vivre les choses simples. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants, moi. Il y a eu Bébert, qui a été mon président de club, qui lui m'a transmis j'ai envie de dire la rigueur, la discipline, et une sorte on va dire de motivation. C'est lui qui m'a toujours dit aide-toi et Dieu t'aidera. Voilà. Et, et ensuite, les autres personnes qui m'ont accompagné au cours de ma vie, qui ont eu voilà un petit peu ce rôle-là, ce rôle une sorte de figure paternelle un peu pas par procuration, parce que mon père a toujours été présent, mais il était à distance. Moi, je suis parti très tôt de chez moi, donc il y a eu des moments où ben, j'avais des discussions avec des gens, et qui m'ont aidé, quoi, qui m'ont aidé à prendre des décisions, à me guider. Et voilà, j'ai toujours été moteur en tout cas demandeur de conseils. Et si tu te revois enfant ou ado, aujourd'hui avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu te dirais à cet enfant ou cet ado? Alors, je sais pas si j'ai le recul nécessaire pour me donner un conseil, parce que voilà, à 37 ans, je sais pas si c'est peut-être jeune encore, voilà. Je te confirme. Euh, je je sais pas trop répondre à cette question, parce que j'ai l'impression que je suis encore en train de comprendre ce qui a marché, ce qui a pas marché dans ma vie, et j'aurais l'impression de me mentir à moi-même là, en te disant, en répondant à cette question. Donc un truc qui a toujours marché, c'est que moi ça pour le coup c'est vrai, c'est que j'ai toujours cru que je pouvais accomplir mes rêves. Voilà. Et donc j'allais te dire, peut-être que je me dirais ça, mais je pense pas, parce qu'en fait, on m'a dit l'inverse toute ma vie. Et peut-être que si on m'avait dit, tu vas y arriver, ben, j'aurais peut-être pas eu la motivation pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ce que je sais, c'est que j'y ai cru. Et que peut-être j'y ai cru par esprit de contradiction. Donc, peut-être que, je sais pas si, tu vois, je sais pas si, à l'enfant de 12 ans, je lui dirais, crois en tes rêves petits, tu vas y arriver, ou l'inverse. N'y crois pas, tu vas pas y arriver, tu vois. Je sais pas. On arrive dans les dernières questions, deux un peu plus introspection et personnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends en ce moment? Qu'est-ce que j'apprends en ce moment? En ce moment charnière et un peu bascule, on va dire. Ouais, j'apprends l'équilibre. Ouais. J'apprends l'équilibre, comment les questionnements du moment sont, comment allier tous ces objectifs-là. Plaisir, passion, sport. La compétition, ça fera toujours partie de moi, donc j'ai besoin d'en avoir. Entreprendre. Comment est-ce que je place mon énergie, et cette énergie, cet équilibre-là, c'est-à-dire quel temps j'alloue à quelle activité,
et quelle énergie j'alloue à chaque objectif. Parce que pour moi, sans énergie, il n'y a pas d'objectif, enfin, l'objectif ne s'atteint pas. Et l'idée, c'est, je sais que je peux pas tout faire, mais je sais qu'avec un peu d'expérience, bah, on n'est pas obligé de mettre 300% d'énergie dans un truc pour y arriver. On a besoin de respiration, de moments de respiration, de moments voilà, un peu cet équilibre-là, quoi. Pas tout mettre, pas mettre all-in sur un truc. Parce que je pense que ça, c'est le modèle que j'ai fait quand j'avais 16 ans pour devenir sportif professionnel et pour devenir un champion. Mais je pense pas que ce soit un modèle transposable à la vie d'un homme de 37 ans qui a 2 enfants et qui voilà, qui a plus la même énergie, et il faut aussi avoir la même voilà, il faut utiliser ses forces. Et maintenant, j'ai un peu d'expérience et l'idée, c'est ça. Gérer ses forces. Ouais. Ne pas les utiliser à bon escient. Ouais. Tu peux avoir l'analogie avec le tabouret de la vie, où tu vois chaque barreau comme une action ou une intention voilà, sur un ouais, sujet, et ouais, trouver cet exactement. équilibre. Ouais. Comment tu définirais ta philosophie de vie, au-delà de l'épicurien que l'on connaît? La philosophie de vie, je pense qu'au fond, d'une certaine manière, j'aime pas faire comme les autres. Mais pas au sens contradictoire, ou pas au sens je suis mieux que les autres, ou je vaux mieux que les autres. Moi, j'ai vraiment envie de faire autrement, en fait. Faire autrement parce que c'est comme ça qu'on existe. Mais pas au sens... quand je m'entends parler, là, je me dis, mais... Non, pas au sens Quel prétentieux. connard prétentieux, Ouais, tu vois. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est juste que, en fait, pourquoi faire si ça a déjà été fait? Dans un sens expérimental. Ouais. Comment faire... moi, en fait, on me demande toujours de faire mieux. Parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué, que le sport m'a éduqué. Et je dis, mais comment tu fais mieux si tu fais pas différemment des autres? Parce que par définition, je pense pas que je suis meilleur que les autres. Donc, la seule manière de faire mieux, c'est faire différemment. Et donc, il y a un petit côté rebelle, quoi. Et donc, celui-là, je pense que c'est bien maîtrisé. Il peut faire des grandes choses, mais qu'il faut faire gaffe à pas tomber dans tout remettre en question, tout envoyer balader et faire vraiment différemment pour faire différemment. Voilà. Aujourd'hui, ce côté rebelle, moi, il m'a causé quelques problèmes dans ma vie. Et aujourd'hui, j'essaye de subtilement l'utiliser, c'est-à-dire comment faire autrement, comment faire différemment dans les domaines où j'entreprends, que ce soit sportivement, dans l'entreprise, dans les amis, dans tout ça, sans que ça soit vertueux et que ça casse pas des choses. Voilà. Le rebelle maîtrisé. Ouais, rebelle subtil, je sais pas. Le rebelle subtil. Non, mais tu vois, le mot rebelle, il n'est pas forcément positif, alors que en fait, c'est l'essence de nous, de notre civilisation latine, tu vois. On est un petit peu les latins, on a le sang chaud, les règles en France, elles sont faites pour être transgressées, tu vois. C'est limité à 130, tu roules à 135. Non, mais je vais pas te faire tu vois, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est la civilisation dans laquelle on est. Moi, j'ai eu la chance de voyager. Au Japon, c'est pas la même civilisation, tu vois. Si tu suis pas la règle, ben, on te voit et on te met en prison. Enfin, on te punit, quoi. Et donc, moi, je pense que je suis un latin, un vrai latin, et que j'ai tendance à croire que rien ne peut m'arriver, et que voilà, j'ai eu la chance que ça m'arrive pas trop, qu'il n'y a pas grand chose qui m'arrive, en tout cas pas trop grave au cours de la première partie de ma vie. Et ce côté rebelle, je pense que tu peux faire des choses, des belles choses, mais il faut voilà, en douceur, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochains mois? Eh ben, de réussir mes objectifs personnels. Ça, c'est très bien, ça, de réussir à être équilibré, de réussir à toujours garder cet état d'esprit que j'ai, à être épicurien rebelle. Épicurien rebelle. J'aime bien cette définition. Voilà. Merci à toi, Denis. Merci, ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré.